Bienvenue à In the Field, épisode 2. Nous avons un invité génial ce soir pour vous, les gars. Donc vous devez le connaître peut-être grâce au meilleur documentaire jamais réalisé sur le géocentrisme, héliocentrisme, The Principle. Il a fait une tonne de travail, compilé de tonnes de recherches, ce qui rend beaucoup plus facile l'examen de ce dossier. Je suis moi-même un grand fan de son travail et nous sommes donc ravis de l'avoir. Et il est bien sûr invité chez nous, alors soyez respectueux. Et il s'appelle Robert Sungenis. Alors allons-y, faisons-le venir et laissons-le se présenter. Robert, comment ça va, mon frère? Très bien, merci de me recevoir ce soir. Tu veux bien parler un peu de toi aux gens, au cas où ils ne sauraient pas qui tu es? Comme tu l'as dit, je suis le producteur exécutif, créateur et acteur de The Principle, sorti en 2014. Et nous étions dans, je pense, 15 villes en salle avant de manquer d'argent. Et c'était un projet très intéressant, probablement l'un des meilleurs dans lequel je me suis investi. Nous recevions toutes sortes d'informations de la part de grands scientifiques selon lesquelles la Terre se trouvait au centre de l'univers. Selon le fond diffus cosmologique, the Cosmic Microwave Background Radiation, qu'ils captaient par 3 sondes qu'ils avaient envoyées. Une en 1991, une en 2001 et une en 2009. Et qu'allez-vous faire de ces informations? Si un scientifique dit que nous pourrions être au centre de l'univers, quelqu'un devrait faire un film sur ce sujet. Et bien sûr qu'ils n'allaient pas faire ça. Ils ont essayé de minimiser cela autant qu'ils le pouvaient, mais les informations fuient au moment où ils s'y attendent le moins. Et ce que tu as, c'est qu'il y a peu de scientifiques qui seront honnêtes avec cette information. Et ils l'ont répandu, et nous l'avons récupéré et avons fait un film. Donc ma carrière avant ça était... Un jour, je surfais sur Internet. C'était en 2003. Dimanche après-midi. Je n'avais pas grand-chose à faire. J'étais en train de surfer sur Internet et je suis tombée sur ce monsieur qui disait que la Terre était au centre de l'univers. Et c'était un astronome avec un doctorat. Donc, tu vois, ça va me faire écouter parce que je connais la physique, parce que j'ai étudié la physique pendant un certain temps, au moins quelques années, à l'université George Washington, à Washington, D.C. Je connaissais donc la physique, donc je savais de quoi il parlait. Et j'en étais tout simplement séduit. Je ne pouvais tout simplement pas y croire. Waouh, cela pourrait en fait être vrai après tout ce qu'on nous a appris depuis l'école primaire, à savoir que la Terre est au centre. J'ai donc commencé à l'étudier probablement 5, 6, 7, 8 heures par jour. J'ai juste tout mis. Chaque once d'énergie que j'avais, je l'ai mis dedans. Et je travaille à la maison. Je peux travailler quand je veux travailler. Cela n'a donc pas gêné. Donc plus j'étudiais, plus j'étais convaincu. Et après quoi, 2 ans, j'ai commencé à écrire un livre. Et puis je suis allée dans une université qui m'a permis, croyez-le ou non, d'avoir cela comme thèse de doctorat. Donc j'ai pleinement profité, même si elle n'est malheureusement pas accréditée aux États-Unis. Mais personne d'autre ne voulait me prendre. Ils me riaient au nez. Mais cette institution particulière m'a accepté et j'ai rédigé la thèse. 2 ans et demi et 700 pages, expliquant pourquoi la Terre est au centre de l'univers. Et puis j'en ai fait un livre intitulé Galileo was wrong. Galiléo avait tort. Et au fait, puis-je le montrer à ton public? Oui, absolument. Où est-il? J'ai beaucoup de livres ici que je voudrais partager avec vous, les gars. Ah, mais le voilà. Galiléo avait tort, et c'est le premier tome.
Et comme tu peux le voir, il fait à peu près 750 pages. Et il y a 3 tomes. Donc cela contient beaucoup d'informations, que tu le crois ou non. J'ai donc écrit ce livre et j'étais sur le point de dire au monde que nous avions été embobinés par les pouvoirs en place. Et voici la vérité qui était connue depuis la nuit des temps. Et lorsque les Lumières sont arrivées avec Isaac Newton, elles ont été renversées, au moins temporairement, parce qu'un type nommé Ernst Mach est arrivé et a déclaré que Newton n'avait vraiment pas le droit de dire ce qu'il disait. Et c'est l'autre côté de l'histoire que je veux raconter ce soir. J'ai donc été scientifique pratiquement toute ma vie. Mon père était médecin, docteur en médecine, et j'allais devenir médecin comme lui. C'est pourquoi je me suis spécialisée en physique à l'université, parce que c'est le programme d'élimination. Car si vous réussissez la physique, vous pouvez passer à la médecine. Mais soudain, j'ai vécu une expérience spirituelle très intense alors que j'étais en première année à l'université de George Washington. Et le Seigneur est venu et m'a parlé, en gros. Bien sûr, je n'entendais rien, mais je savais qu'il était là. C'est juste un de ces moments intenses de ma vie. Si intense que c'est presque comme si c'était arrivé hier. Je me souviens exactement de ce qui s'est passé et de tous les détails. Et c'était en 1975. Et depuis lors, c'est resté. Et j'avais l'impression que c'était un fardeau. Ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Mais c'est devenu un fardeau à cause de la façon dont j'ai été traitée pour cela. Mais je considérais comme un privilège de donner au monde cette information que personne d'autre ne semblait donner. Et ils avaient toutes les raisons pour lesquelles ils le pouvaient. Mais en gros, personne n'a vraiment tourné la page, ni continué à tourner les pages pour découvrir quelle était réellement la vérité. Et je comprends, il y a beaucoup de choses en jeu. Toute votre carrière est en jeu. Et ma carrière d'apologiste catholique a été réduite d'environ 1/10 de ce qu'elle était auparavant parce que je poursuivais le géocentrisme. Je comprends ça. Et cela ne me dérange pas parce que je préfère être portier dans la maison du Seigneur plutôt que capitaine de navire ou président d'une nation ou autre. Cela n'a pas d'importance pour moi, du moment que la vérité éclate. Et donc cela fait partie de ma vie, et c'est pourquoi je suis ici ce soir, je suppose. Oui, absolument. C'est génial, mec. J'ai appris des choses sur toi que je ne savais pas. The Principle a été pour moi un moment de grande révélation. Et puis, comme tu le sais sûrement, plus tu fais tes recherches là-dedans, plus tu découvres que cela dure depuis tout ce temps, cette falsification des données, pour donner l'impression que nous ne sommes pas au centre. C'est genre incroyable une fois que tu commences à t'y intéresser. Et tu as mentionné Newton, par exemple. Je veux dire, quand tu vas le lire, il dit « Je ne sais pas comment expliquer ça, et ça doit être un acte de Dieu. » Et une action instantanée à distance, effectivement sans médium, tu sais, pour interagir entre les corps est absurde. Et personne ne pourrait penser cela. Mais on ne vous dit pas ça à l'école. C'est pourquoi j'admire tant ce que tu fais. Parce que je sais que tu as dû recevoir beaucoup de retours violents pour cela. Parce que j'ai ma juste part et je sais comment ça se passe. Donc, quiconque peut faire valoir ses convictions face à cela, je lui tire mon chapeau. Je voulais juste te remercier, car je sais que des tonnes de gens ont recalibré leur vision du monde grâce à ton travail. Je n'avais pas réalisé que tu faisais ça depuis aussi longtemps. Tu as dit que tu avais rencontré ça en 2003 ? 2003, oui. Et le public me dit que je suis sur la bonne voie, même s'il ne veut pas l'admettre ouvertement. Je le saurai en privé ou en secret. Je vais te donner un exemple. Il y avait un de mes amis avec sa femme qui avait pris un avion. Ils étaient assis dans un 3 places. Lui et sa femme étaient assis sur 2 sièges et il y avait cette femme assise côté allée. Et la femme
Et il m'a dit qu'elle était plutôt exubérante et extravertie, qu'elle entamait une conversation avec n'importe qui, et qu'elle s'est justement penchée sur son mari et a parlé à cette femme et lui a dit « Bonjour, comment vas-tu? Je m'appelle, peu importe, et où vas-tu? Que fais-tu? » et blablabla. Parfois, on rencontre ces gens dans un avion. Et la femme, très cordiale, a commencé à lui parler et lui a dit « Au fait, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, elle dit « Je travaille pour la NASA. » Et la femme était comme « Waouh !» Et ils en ont parlé un petit peu. Et le mari intervient à ce moment-là. C'est mon ami. Et dit « As-tu déjà entendu parler du géocentrisme ?» Et elle lui dit « Oh, tu veux dire l'œuvre de Robertson Janis ?» Sympa, deux personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées. Et ce sont les premiers mots qu'elle sort sur ce sujet. Je sais donc qu'ils savent que je suis là, et je sais qu'ils ne peuvent pas contester ce que je dis. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de débattre avec des physiciens docteurs sur ce sujet, et ils ne veulent pas débattre avec moi, parce qu'ils savent quelle est la vérité, et qu'ils me l'ont dit, et aussi des grands acteurs dans le domaine, comme Stephen Hawking ou n'importe qui d'autre, qu'ils savaient que c'était vrai, et qu'ils ne franchiraient pas cette ligne, ok? Et pour quelle raison? Eh bien, tout comme ce qui m'est arrivé, leur carrière va basculer en enfer en environ 3 secondes. Ok. Et donc, d'une manière indirecte, cela me conforte dans le fait que je suis sur la bonne voie. Et donc, je continue. Oui. Et l'histoire reflètera qui disait la vérité. J'ai un livre ou deux de Stephen Hawking, juste là en fait. Et il dit très clairement qu'on ne peut jamais réfuter l'existence de la Terre au centre. Je pense que c'est fou. Tu l'as mentionné. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Donc oui, ils mettent essentiellement un astérix à côté de tout le travail qu'ils ont fait jusqu'à présent, et ils mettraient en péril leur carrière professionnelle. Parles-tu du livre qu'il a écrit en 2010 intitulé The Grand Design? C'est l'un des livres que j'ai, oui. Et j'ai Stubbornly Persistent Illusion, qui est fondamentalement une avant-première. Il écrit une avant-première, mais oui, c'est 2 livres, oui. Et Stubbornly Persistent Illusion est également assez révélateur. Mais je reconnais qu'il est évident que les gens se conformeront toujours au consensus lorsque leur profession est menacée. Mais penses-tu que c'est encore plus profond que cela pour certaines de ces personnes qui sont spirituelles? Oui. Cela a des implications spirituelles. Si vous pensez la Terre au centre, cela signifie que quelqu'un a dû la placer là. Je pense que la responsabilité morale va avec cela. Alors penses-tu que c'est aussi comme un préjugé philosophique contre un créateur? C'est une question vaste, mais qui mélange plusieurs choses. Parce qu'il semble que, quand j'ai regardé ton film, je me suis dit « Oh, ces gens détestent simplement l'idée de Dieu, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas être au centre. » Et je l'ai remarqué depuis le début. Et comme tu le dis, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si la Terre est au centre, cela signifie que quelqu'un avec un Q majuscule doit l'avoir mis là, parce que ça n'arriverait pas par hasard. Tout le monde le sait. Le plus ils peuvent placer la Terre dans les recoins de l'espace, sans aucun panneau disant « Vous êtes ici, vous ne savez pas où vous êtes », c'est juste là quelque part. Et c'est juste un grain de poussière comparé au reste de l'univers. Et c'est arrivé là par hasard, et tout ça. Eh bien, plus cela les met beaucoup plus à l'aise dans le fait que, oui, nous vivons peut-être dans un univers aléatoire, et c'est juste comme ça. Et si c'est le cas, alors je n'ai pas à m'inquiéter d'un Dieu qui l'aurait créé, et envers qui je serai responsable à ma mort. Comme Jésus l'a dit dans Jean 3, 19, il dit que les hommes ne viennent pas à la lumière parce qu'ils aiment les ténèbres. Ils aiment les ténèbres parce que leurs péchés ne seront pas révélés. Alors quelqu'un comme moi arrive et dit que la Terre est au centre. Ils connaissent les implications de cela. Ils ne sont pas stupides. Ils savent qu'il doit y avoir un Dieu derrière tout cela.
Et voudrais-tu donc que tes péchés soient exposés devant tout le monde? Non. Alors débarrassons-nous de Dieu. Je ne vais pas me débarrasser de mes péchés, je vais me débarrasser de Dieu. Et je peux le faire en plaçant la terre dans les recoins de l'espace et en prétendant qu'elle y est arrivée par hasard. Oui, mais c'est fou aussi. Parce que la régression est telle que le modèle actuel dit simplement qu'on ne peut jamais faire la différence et que tout semble être au centre. Comme s'il avait régressé au point où le modèle actuel dit simplement « Oui, nous allons simplement le traiter comme s'il était au centre ». C'est donc absurde pour moi que ce soit une conversation aussi stigmatisée. Cela montre que le grand public est très ignorant. Ils ne connaissent même pas le modèle, ok? Ils ont entendu parler du système solaire quand ils étaient jeunes, et c'est tout. J'avais un astronome ici, la semaine dernière, au premier épisode de cette série. Et c'était terrible, mec. Je veux dire, je mentionnais l'article de mécanique relationnelle d'André Assis, où il décompose l'équivalent newtonien dynamiquement et cinématiquement, puis montre que la relativité est quelque chose qui peut être cinématiquement équivalent, mais pas dynamiquement équivalent. Ce papier montre toutes les mathématiques et la physique. Il s'est juste agité de la main et dit non. Je pense qu'un de mes collègues a dit que ce n'était pas vrai. Quoi? Vraiment? Ce n'est pas moi, un de mes collègues. Ouais. Oui, il se renvoie juste la balle pour des trucs comme ça. Mais André Assis est l'un des meilleurs. Et c'est un copernicien, en fait. Donc il aide beaucoup, mais pas jusqu'au bout. Nous pouvons utiliser ces équations pour arriver là où nous voulons arriver. Puis le reste de sa philosophie, tu sais, j'ai en fait envoyé un de mes collègues lui rendre visite. C'était probablement il y a peut-être 10 ans, lorsqu'il a publié la première édition de son Relational Mechanics, et j'ai dit, vois ce que tu peux en tirer de lui. Parce qu'il est si proche du géocentrisme que peut-être tu pourrais simplement en prendre un verre avec lui ou deux et peut-être qu'il se confiera et c'est tout ce dont nous avons besoin. Et il n'y allait pas. Dans l'interview que mon ami lui a donnée, il n'y allait tout simplement pas. Peut-être qu'il soupçonnait quelque chose, je ne sais pas. Donc même lui a ses limites, tu vois. Et je ne sais pas quelles sont ses raisons, mais ce sont des limitations. Eh bien, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Si quelqu'un veut croire philosophiquement, peu importe. Ça demande une gymnastique mentale, il faut tout tordre. Je trouve ça bizarre. Mais je lui tire mon chapeau, car il a montré, avec son propre travail, qu'il ne s'agissait que d'un parti pris philosophique. Et cela me convient, car l'illusion est que c'est de la science et que cela a été prouvé, alors que ce n'est pas le cas. Et l'une des principales questions que je pose aux gens, je n'obtiens jamais de bonne réponse. Je dis, donc si les modèles géocentriques et héliocentriques sont cinématiquement et dynamiquement équivalents en termes de validité, mais que le modèle géocentrique n'a pas le problème de la matière noire et d'énergie noire, cela ne signifierait-il pas qu'il est plus viable? Ils ne peuvent même pas y répondre. Non, ils ne répondront jamais à cette question. C'est une question tellement accablante. Ce n'est pas juste un petit écart, n'est-ce pas? C'est 97%. Ouais, c'est fou. Cela m'a toujours intriguée. Et tu sais, nous n'avons pas le problème d'horizon qu'ils ont parce qu'ils ont leur Big Bang. Et si l'explosion se produit à la vitesse de la lumière, eh bien, vous avez des problèmes. Parce que maintenant, la vitesse de la lumière est rapide, 300 000 km par seconde. Mais ce n'est pas assez rapide pour créer le genre d'univers qu'ils pensent avoir actuellement, soit 93 milliards d'années-lumière de diamètre. On n'y arrivera jamais, cela pose donc un problème. Et donc ce qu'ils font, c'est passer à la relativité générale d'Einstein. Cela permet à la lumière, à la gravité et à la masse d'aller à n'importe quelle vitesse. Mais ils ne vous le disent pas. Vous ne le savez que si vous approfondissez la science. Et vous découvrez ce qu'ils font réellement. Ils ont changé de théorie à votre insu, ok? Et puis ils ont aussi le problème de l'univers en expansion. Parce que cela est en expansion, selon les dernières mesures effectuées en 1998. Cela se développe plus vite que la vitesse de la lumière, environ 4 fois plus rapide que la vitesse de la lumière. Alors comment expliques-tu cela? Si tout ton univers était censé être basé sur le fait que la vitesse de la lumière est limitée à c, ça ne marche pas. Et puis, avec le problème de la matière noire, ils ont ensuite eu le problème de la formation des galaxies. Ils ont eu le problème de la rotation des galaxies, qu'ils ne peuvent pas résoudre. Le Big Bang leur a donc apporté plus de problèmes que quiconque ne l'avait imaginé.
Mais ils ne pouvaient pas le savoir lorsqu'ils ont inventé le Big Bang. Ils pensaient simplement avoir la théorie parfaite. Et puis Penzias et Wilson sont arrivés en 1963 et leur ont donné le fond diffus cosmologique. Et ils ont dit, eh bien, c'était la rémanence du Big Bang. Et tout cela semblait s'assembler comme un puzzle. Mais ensuite, les choses ont commencé à s'effondrer très lentement. Mais au moment où Penzias et Wilson ont reçu leur prix Nobel pour avoir découvert le rayonnement CMB, la même année, ils ont envoyé des ballons satellites météorologiques pour mesurer le rayonnement cosmique. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que, ok, c'est là, mais ce n'est pas lisse, c'est grumeleux. Et ça ne devrait pas être grumeleux. Si vous avez un Big Bang, il devrait exploser de manière homogène, car vous ne pourrez pas distinguer un côté de l'explosion de l'autre. Et c'était donc un problème pour eux. C'est pourquoi nous avons fait notre film, parce que cela continuait à poser un problème. Parce que quand ils ont découvert que ces ballons détectaient une masse dans le rayonnement, ils ont dit « Ok, nous devons découvrir ce qui se passe ici ». Et donc, ils ont envoyé la sonde COBE, fin 1989, jusqu'en 1990. Et elle est allée à 800 km au-dessus de la Terre, et elle a fait le tour de la Terre, et elle a mesuré le rayonnement, et elle a trouvé la même chose, qu'il était grumeleux. Et alors ils disent « Oh non, nous avons vraiment un problème maintenant ». Alors ils ont dit « Ok, construisons un détecteur vraiment sophistiqué ». Et ils l'ont fait pendant 10 ans. Et ils ont finalement réussi à le lancer en 2001. Et cela s'appelait la sonde d'anisotropie micro-ondes de Wilkinson. L'anisotropie est un mot qui signifie essentiellement ce que je disais, des grumeaux. Si c'est anisotrope, alors ça va être grumeleux. Et si c'est isotrope, ce sera lisse. Ok ? Donc ils allaient rechercher cette grumelosité. Et voilà, ça revient. Et non seulement cela montre que c'est grumeleux, mais c'est vraiment grumeleux. Surtout dans une certaine zone de l'univers, ok ? Et les scientifiques ont commencé à enquêter sur cela, et en particulier l'Université du Michigan. Elle avait environ 5 scientifiques qui enquêtaient sur cette chose, parce que Max Tegmark, qui était dans notre film, a mentionné à la fin de ses articles qu'il s'agissait d'une chose étrange que nous avons avec ce rayonnement. Même si son article ne portait pas sur les radiations, il lui suffisait de le dire à la fin de son article, ce qu'il fit. Et l'Université du Michigan l'a repris. D'autres personnes l'ont repris, et ils ont dit « Waouh, vous savez, si c'est vrai, la Terre est au centre de l'univers. » Ok ? Soit cela, soit nous devons réorganiser toute notre notion de la physique et de l'astrophysique. Et cela les a vraiment gênés que de plus en plus de scientifiques commencent à découvrir cela. Ensuite, ils ont mis en place la 3e sonde en 2009, appelée la sonde Planck. Et devinez avec quoi il revient ? Il revient avec les mêmes données et avec même plus de détails, car ils ont dépensé des millions de dollars supplémentaires pour en faire un détecteur plus performant. Et voilà, nous l'avons. Et ce que cette chose montrait, c'est qu'il y avait une ligne allant d'une extrémité de l'univers jusqu'à l'autre extrémité de l'univers, qui aurait la plus grande concentration de grumelosité du rayonnement cosmique dans son ensemble. En gros, l'univers était homogène à 95%, mais il devrait être entièrement homogène. Et vous ne pouvez pas le rendre inhomogène le long de cette ligne qui va d'un bout à l'autre de l'univers. Et devinez par quoi passe cette ligne ? Elle traverse la Terre. Cette ligne traverse la Terre. Et c'est ce qui place la Terre au centre de l'univers. Ok ? Alors quand cette enquête est revenue et qu'ils ont fait tous leurs papiers là-dessus, ils ont dit « D'accord, eh bien, nous avons un vrai problème ici. Nous ne savons pas comment le résoudre, mais nous le trouverons un jour. » Tu vois, c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Et ils ne l'ont toujours pas compris. Mais c'est ce qui nous reste. Eh bien, ils n'ont pas compris grand-chose, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas compris la matière noire. C'était en 1933. Et en 1955, la situation s'est empirée avec les vitesses de rotation des galaxies. C'est ce qui, à mon avis, est si déroutant. Ce n'est pas comme quelques années, cela fait presque un siècle maintenant, qu'ils rajoutent des emplâtres mathématiques qui ne fonctionnent pas du tout. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, parce que j'aurais pensé que ça ne pourrait pas durer aussi longtemps. Je veux dire,
Tu as dit qu'ils devraient peut-être réorganiser toute la physique et l'astrophysique. Eh bien, ils l'ont fait une fois, n'est-ce pas? Ils l'ont fait avec Einstein. Ils auraient pu simplement accepter les faits, mais aucune baguette magique comme celle de la relativité ne peut tout régler. Nous allons changer toute la physique avant d'abandonner le principe copernicien, qui est fondamentalement une religion. Je veux dire, c'est comme ça que je l'appelle, c'est fondamentalement une croyance religieuse. Car ce n'est pas basé sur les preuves, c'est basé sur une doctrine des hommes. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Penses-tu qu'ils l'accepteraient à un moment donné, ou penses-tu qu'ils vont simplement continuer à réécrire toute la physique? Parce qu'ils aiment leur baguette magique? Oui, c'est sûr. Et non, je ne pense pas que cela sera un jour réparé. Je déteste être pessimiste à ce sujet. Les seuls qui sauront vraiment que c'est la vérité sont ceux qui sont ouverts d'esprit. Et ce sera peut-être la prochaine génération. Parce que j'ai des gens qui m'écrivent maintenant et qui me disent « Vous savez quoi, tout cela a du sens ?» Et ce sont les jeunes, les adolescents, les gens qui commencent tout juste l'université dans la vingtaine. Ils voient les choses d'un tout autre point de vue, sans les préjugés qui ont prévalu au cours des 100 dernières années. Tu vois, l'idée était de préserver les théories d'Einstein, la relativité restreinte, surtout parce que c'était la théorie qui a été développée en 1905 pour répondre à toutes les expériences réalisées au cours des années 1800, qui montraient que la Terre ne bougeait pas dans l'espace. Cela a commencé avec Dominique Arago dans les années 1810, puis Airy est arrivé en 1870, puis Michelson-Morley dans les années 1880, et encore une fois dans les années 1890. Et tout montrait que la Terre ne bougeait pas. Il fallait donc que quelqu'un s'en occupe pour eux, car ils n'allaient certainement pas revenir en arrière et embrasser les pieds du pape qui avait condamné Galilée. Ils le savaient, ok? Surtout Einstein, qui était très anti-catholique. Sa femme est devenue catholique avec leurs 3 enfants et il a divorcé, ok? Donc ce type était totalement anti-religion. Et Galilée lui-même faisait partie d'un mouvement clandestin dans les années 1600 qui voulait s'appeler l'Église catholique, ok? Et donc nous savons d'où viennent ces gars-là. Ils ne peuvent pas accepter que l'Église soit la seule à avoir raison. C'est pourquoi je dis non, ils ne changeront jamais. Cette terre finira avant que ces gars ne changent d'avis, à moins que nous ayons une nouvelle génération de scientifiques. Et il semble que la pression intellectuelle de se conformer à l'héliocentrisme soit répandue. Alors que, je veux dire, même l'Église, chaque Église a conformé sa doctrine à l'héliocentrisme à ce stade. Et c'est comme si c'était omis que Galilée avait retourné sa veste avant de mourir, n'est-ce pas? Comme s'il semblait renier le modèle héliocentrique sur son lit de mort. Et pourquoi personne ne le sait? Pourquoi personne ne reconnaît la véritable histoire? Cela n'a pas vraiment de sens. Cette partie de la vie de Galilée est restée cachée pendant 400 ans. C'est fou. Je vais te raconter l'histoire. Il est en prison, une incarcération très douce de la part de l'Église d'ailleurs, personne ne l'a torturé ou quoi que ce soit du genre. C'est en 1639 que Galilée a eu une expérience spirituelle très intense avec Dieu et qu'il est devenu un vrai chrétien. Il n'en était pas un avant cela, ok? Et un de ses amis, Rinuccini, est venu le voir et lui a dit « Nous avons trouvé la preuve que la Terre n'est pas au centre de l'univers. » Et c'est comme tu l'as déjà dit, tu sais. Et Galilée, je peux le voir maintenant, Galilée le regardant a dit « Non, ce n'est pas possible. » Et il lui donne toutes les raisons scientifiques, logiques, bibliques, dans une lettre de 3 pages. Et il l'envoie à Rinuccini. Et Rinuccini est très bouleversé et il efface le nom de Galilée de la lettre, juste au cas où quelqu'un pourrait le découvrir à l'avenir pour voir que Galilée l'a admis. Heureusement pour nous, il n'a pas gommé si bien. On peut donc encore voir le contour de la signature de Galilée sur la lettre, n'est-ce pas? Mais cette lettre a été confisquée
est caché jusqu'aux années 1900. Et ce n'est qu'en 1909 que la première observation de cette lettre a été rendue publique. Et bien sûr, que va faire la presse à ce sujet? Eh bien, ils vont l'ignorer, tout comme ils l'ignorent aujourd'hui. Tout ce que nous constatons qu'ils ont fait, ils l'ignorent. Et donc le public ne le sait pas. Et puis, ils l'ont ressorti en 1968. Et à ce moment-là, tu peux peut-être le mettre dans un ordinateur. Et il sera conservé sous forme numérique. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et je ne l'ai trouvé que dans un seul livre parmi tous les livres que j'ai recherchés sur Galilée. Et cela te montre à quel point c'est obscur. Mais nous pouvons comprendre pourquoi c'est obscur. Parce que le saint même de la cosmologie moderne s'avère être leur diable et notre saint, tu vois. Alors oui, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est très intéressant. J'ai été époustouflée quand j'ai vu cette lettre. Et aussi avec Copernic. Copernic lui-même faisait de simples observations à l'œil nu, ce qui est généralement omis. Personne ne le dit vraiment clairement. Il utilisait simplement des observations à l'œil nu. Et il dit que ce n'est pas vraiment important que ce modèle soit vrai ou même plausible. C'est juste pratique pour les mathématiques et c'est pratique pour certaines explications. Et on nous raconte que c'est cet incroyable scientifique de génie qui l'a découvert. Non, il ne l'a pas fait. Il a dit « Je peux faire fonctionner les mathématiques de cette façon ». Et ils disent que c'est plus élégant. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Le modèle géocentrique est 1 million de fois plus élégant, comme si la galaxie effectuait un circuit une fois par an. Eh bien, cela est magnifique. Cela est logique puisqu'elle ne fait qu'un tour autour de nous une fois par an. Donc je pense que c'est fou. Tous les personnages principaux ont été en quelque sorte dénaturés par rapport à ce qui s'est réellement passé. Donc, avec le Copernic, en fait, il n'a pas inventé tout cela. Cela venait des Grecs. Les Grecs étaient divisés. Certains étaient héliocentristes, comme Pythagore, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Certains étaient géocentristes, comme Aristote. Et Ptolémée était bien sûr un géocentriste. Et il est venu au 1er siècle après Jésus-Christ. Ainsi, à l'époque d'Aristote, l'un des géocentristes était Aristarque de Samos. C'est une petite île au large de la Grèce. Et il a fait en sorte qu'il ressemble au modèle de Copernic. Ok. Alors ce que Copernic a fait, il était amoureux des Grecs à cause de leur. Il était en quelque sorte un adulateur. Même s'il était un chanoine de l'Église catholique, il adulait énormément. Et d'abord, il était amoureux des héliocentristes grecs. Et donc il a copié le travail d'Aristarque et ne mentionne pas vraiment Aristarque dans son livre et donne l'impression qu'il a inventé cela. Et c'était en 1510 lorsque Copernic commença à écrire le livre. Et au moment où il a fini, en 1543, c'est 33 ans plus tard, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas prouvé l'héliocentrisme et qu'en fait, ce dont il avait accusé Ptolémée de faire, c'est-à-dire utiliser des épicycles pour faire fonctionner le modèle, Copernic avait plus d'épicycles dans son modèle final que Ptolémée. Ce genre de choses, on ne les lit pas dans les livres d'histoire du lycée ou même dans les livres d'histoire de l'université. Il faut creuser profondément pour trouver ce genre de choses. Il ne savait même pas s'il voulait le publier ou non. Mais un de ses amis luthériens, Andreas Osiander, l'a forcé à le publier, en gros. Et Copernic était sur son lit de mort en 1543, et il est mort. Et Osiander a publié le livre après la mort de Copernic. Et c'est à ce moment-là que l'Église s'est mêlée à l'acte, parce que cela a été rendu public. Et ils ont finalement mis Copernic sur la liste des livres interdits. Nous avions 2 cardinaux, le cardinal Spina, et j'ai oublié le nom de l'autre, mais ils étaient complètement opposés et ont dit au pape « Ce type est juste, il dit juste des bêtises ». Et ils ont lu son travail pour savoir ce qu'il a fait. Et le livre de Copernic expose essentiellement la thèse du livre dans les 20 premières pages. Et puis après, ce n'est que du charabia mathématique dont on pourrait se passer. Et c'est tout.
Et comme tu l'as dit, il n'a fait aucune observation personnelle. Je veux dire, tu dis qu'il avait la vue. Il n'a même pas regardé le ciel. C'est ainsi que ce modèle est arrivé. Il a juste pris le travail d'Aristarque, il l'a enjolivé, et puis voilà. Tu sais, nous avons le modèle héliocentrique sans qu'il ne regarde aucune planète ou aucune étoile pendant tout ce temps, ok? Donc, ouais, c'est fou. Je ne savais pas qu'il était mort avant d'être publié. C'est très intéressant. Ce que les gens diront, bien sûr, à propos de cette conversation, c'est « Eh bien, peu importe ce qui s'est passé à l'époque, nous avons désormais la science. » Eh bien, comprendre ce qui s'est passé est important pour savoir d'où cela vient. Et la relativité est toujours le modèle actuel. Donc si tu veux en parler, tu dois remonter au début des années 1900. C'est ce qu'on a. T'es d'accord que personne ne pourra jamais trouver quelque chose de mieux que la relativité pour tenter de sauver le modèle héliocentrique. Parce que face à Michelson et Morley, il n'y a tout simplement pas d'autre choix que de revendiquer quelque chose comme la relativité. Je suppose que nous serions certainement d'accord sur le fait qu'il semble y avoir un éther, n'est-ce pas? Oh oui, oui. C'est quelque chose qui a été démontré à maintes reprises. Et l'un de nos plus grands scientifiques, James Clerk Maxwell, dans les années 1860, qui a créé nos équations électromagnétiques encore utilisées aujourd'hui, croyait que les ondes électromagnétiques voyagent à travers l'éther. Et il a dit, tant que l'éther est stable, alors vous aurez un C stable, c'est-à-dire une vitesse de la lumière stable. Mais si l'éther bouge, alors la vitesse de la lumière ne sera pas stable. Nous savons donc que l'éther existe. Et toute cette histoire sur Michelson-Morley, tout d'abord, ce que nous devrions dire, c'est que la relativité n'est pas quelque chose. Ce n'est pas parce qu'Einstein a utilisé la relativité que la relativité n'existait pas auparavant. Car nous savons tout sur le mouvement relatif. Si tu as déjà pris un train et que tu vois un train à côté de toi, on dirait qu'il bouge, mais c'est en fait ton train qui bouge et c'est ce train qui est immobile. Ou cela pourrait être le contraire. Il se pourrait que ce train soit à l'arrêt et que ce soit toi qui bouges. Ça pourrait être l'un ou l'autre. C'est la relativité, en un mot, ok? Nous ne pouvons donc pas nier ce fait. Mais ce que fait la science, c'est utiliser cette vérité et la déformer pour soutenir sa version préférée du cosmos. Et c'est ce qu'Einstein a fait. Fondamentalement, Einstein avait deux choix. Soit la vitesse de la lumière est constante, soit la Terre est constante. Autrement dit, elle ne bouge pas. Ok? Maintenant, si tu étais Einstein et que tu détestais le christianisme et que tu voulais être un homme du monde, le sommet de la physique, lequel choisirais-tu? Que la Terre soit constante ou que la vitesse de la lumière soit constante? Eh bien, tu choisis que la vitesse de la lumière soit constante, parce que cela va te rendre célèbre. Cela va résoudre le problème de devoir pisser sur les pieds des chrétiens. Et nous pouvons ainsi démarrer une toute nouvelle physique. Tu vois, c'est essentiellement ce qu'il a fait. Nous avons lancé une toute nouvelle physique, renversé Newton, et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Et que l'on s'en sorte un jour ou non, c'est une toute autre histoire. Ouais, ça reste à voir, mec, parce que c'est difficile même de parler à des personnes ayant des qualifications. Bien sûr, Einstein a dû faire volte-face en ce qui concerne la vitesse de la lumière, mais discrètement. Comme tu l'as dit, si tu lis la théorie de la relativité restreinte et générale, que je connais, il le glisse là-dedans, que la constance d'une vitesse de la lumière et du vide ne peut plus prétendre à une validité illimitée. Il le glisse là comme ça, et il dit « Oh, ne vous inquiétez pas, cela ne démystifie pas la relativité, je le promets. » Et puis ça passe à autre chose, personne n'est au courant. Personne. Je parle avec des astrophysiciens, des astronomes, ils n'en ont aucune idée, ils pensent que je suis fou. C'est moi qui dois les éduquer à ce que dit réellement la relativité générale, car tout ce qu'on leur enseigne dans leur post-doctorat, quoi qu'il en soit, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon d'envisager la relativité générale, et c'est la voie de l'héliocentrisme. Mais ils ne réalisent pas qu'au moment où ils prononcent le mot relativité, cela signifie qu'Einstein, et de son propre aveu, était obligé de proposer l'alternative géocentrique, parce que c'est ce qu'exige la relativité. Si vous parlez de relativité, cela signifie que vous avez deux systèmes concurrents et que vous ne savez pas lequel est le bon parce que la relativité générale ne peut pas vous le dire.
ok? Et c'est ça qui est comique dans les théories d'Einstein. C'est que la théorie spéciale inventée en 1905 visait spécifiquement à maintenir la Terre en mouvement. Peu importe ce que disent ces expériences, nous allons maintenir la Terre en mouvement. Cela signifie donc qu'il n'y a pas d'éther. C'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un dit ça, pas d'éther. Et je remonte jusqu'aux Grecs d'ailleurs, pas d'éther. Vitesse de la lumière constante, pas celle de la Terre. Pour y parvenir, nous devons augmenter la longueur de l'objet en mouvement. Il faut dilater le temps, c'est-à-dire augmenter le temps. Et il faut augmenter la masse de l'objet pour que tout cela fonctionne, ok? Ce qui est absurde en soi. Alors qu'il part de la relativité restreinte en essayant d'intégrer cela dans tout. Ce n'est pas facile. Il se rend compte que cela ne fonctionne pas pour le reste de l'univers. Cela ne fonctionne que pour les cadres spéciaux, qu'ils appellent cadres inertiels, où il n'y a ni gravité, ni force d'inertie, ni rien. C'est juste un environnement parfait, et c'est ainsi qu'est inventée cette théorie. Dans ce genre d'environnement parfait, c'est le seul endroit où ça va marcher. Mais à quel endroit de l'univers savez-vous que c'est comme ça? Il y a la gravité, les forces d'inertie, toutes sortes de choses. Ça, c'est le monde réel. Alors Einstein a découvert que, tu sais, sa théorie ne s'adapte pas au monde réel, elle ne s'adapte que théoriquement au monde parfait d'un référentiel inertiel. Alors qu'allons-nous faire? Eh bien, nous devons inventer une autre théorie appelée relativité générale. Et devine ce que ça a fait? Eh bien, comme tu l'as dit, cela rend la vitesse de la lumière variable. Cela peut aller à n'importe quelle vitesse. Elle n'est pas limitée à 300 000 km par seconde. Il l'admet dans la relativité générale. Car dès qu'il y a la gravité et les forces d'inertie dans le mélange, ça change tout. Et devine quoi d'autre? Il reprend l'éther, même qu'il l'avait rejeté dans la théorie spéciale de 1905. Ainsi, dans la science moderne aujourd'hui, voici ce qu'ils font. Si nous pouvons y répondre par la relativité restreinte, nous utiliserons la relativité restreinte, parce que nous devons donner du crédit au vieil homme. Il nous a donné sa théorie selon laquelle la Terre continuait de bouger. Nous n'avons pas besoin de croire, comme le croit l'Église, que la Terre est immobile et au centre. Nous n'avons pas besoin de croire cela à cause de la relativité restreinte. Alors, tu vois donc le dilemme dans lequel il se trouve, car lorsqu'il s'agit de la relativité générale, devine quoi? Il admet que la Terre pourrait être au centre et que l'univers tourne autour d'elle chaque jour. D'accord, tu dois avoir une vitesse de la lumière non constante et tu dois avoir de l'éther. Et il l'admet. Comme je l'ai dit, lorsque je parle à des personnes accréditées qui ont fait de l'observation du ciel leur profession, elles ne le savent pas. Cela en dit long. J'ai lu cette citation de l'évolution de la physique en 1938, car le mot « éther » a changé de sens à plusieurs reprises au cours du développement de la science. Pour l'instant, il ne s'agit plus d'un milieu constitué de particules. Son histoire, loin d'être terminée, se poursuit avec la théorie de la relativité. Et bien sûr, il explique également qu'il s'est mal exprimé lorsqu'il a affirmé la non-existence de l'éther. C'est drôle, mec. C'est drôle car il y a évidemment un éther. De la façon dont je le vois, je pense que l'éther, de la façon dont il était interprété auparavant, était très proche d'être correct. J'ai un point de vue légèrement différent. Je pense que les choses ne pénètrent pas autant à travers l'éther que la lumière, et elle est comme une modalité de l'éther et tout ça. Mais il y a certainement un éther, et cela a été démontré. Je suis sûr que tu as entendu parler de Robert Laughlin. Oh, un de mes livres préférés. Oui, il vient directement nous le dire. Il y a un éther. Alors, voici maintenant un gars qui a remporté le prix Nobel de physique en 1993, Robert Laughlin. Et alors, il a le crédit pour écrire dans son livre que la première théorie d'Einstein était sans éther. La deuxième théorie d'Einstein, c'était avec l'éther.
Et il essaye d'être poli dans le livre en disant « Eh bien, ceci est une contradiction majeure ». Il ne dit pas cela, il survole simplement le sujet sans blesser personne et dit « Voilà ce que nous avons. Nous avons un éther selon la relativité générale. Alors, comment allons-nous le gérer ?» Et puis il continue le reste de son livre, et il vous dit comment vous allez gérer cela. Oui, et il dit quelque chose du genre « Le terme est tabou, donc on ne l'appelle pas ainsi ». Ce qui est dommage, car il correspond plutôt parfaitement à ce que nous considérons comme un vide. J'ai également posé cette question aux physiciens. Je leur demande, eh bien, s'il y a une impédance dans l'espace libre, donc dans le vide, nous avons une impédance, cela ne nécessite-t-il pas un certain type de substance comme une qualité substantielle pour agir? Et ils ne me répondent pas, ils ne me répondent tout simplement pas, parce que l'éther démystifie le modèle héliocentrique. Tu en conviens? Un éther substantiel. Ça irait plutôt dans ce sens. Je veux dire, je ne peux pas honnêtement dire qu'on ne pourrait pas le faire fonctionner avec l'éther, ok? Parce que l'éther n'est qu'un médium. Maintenant, cela nuirait à la relativité restreinte d'Einstein, bien sûr. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'il a accepté l'éther dans la théorie générale. Ce qui signifie que la théorie spéciale n'est plus en mesure de répondre aux expériences qui ont montré que la Terre était immobile dans l'espace. Parce que la théorie spéciale disait qu'ils avaient tort, parce qu'il n'y a pas d'éther. Michelson ne pouvait donc vraiment rien mesurer dans son expérience de 1887. Il n'a donc aucun moyen de savoir si la Terre bouge ou non. Nous n'avons donc pas besoin de prêter attention à cette expérience. Mais si l'éther existe, alors ce que Michelson mesurait, c'est que la Terre ne se déplaçait pas à travers celui-ci. Tu vois, mais on n'entend personne admettre dans les programmes de physique d'aujourd'hui que la théorie générale contredit tout le fondement de la déclaration d'Einstein, selon laquelle il ne croit pas que la Terre soit immobile. Ok? Donc, ils ne décrivent même pas avec précision l'expérience de Michelson-Morley, n'est-ce pas? Ils disent juste « ça a démystifié l'éther ». Eh bien non. C'est ce qu'on t'a appris à l'école, tu vois. Exactement. Comme avec l'astronome la semaine dernière. C'est ce qu'il a dit. Il dit « Oh, ça a démystifié l'éther ». Et je lui dis « Non, l'une des solutions est que la Terre ne bouge pas ». Il s'est battu pendant une seconde, puis il a dit « Oh oui, tu as raison, une fois que je l'ai démontré ». Oh, il a admis. Bon sang. Il est en direct. Tu as été plus loin que moi avec certains de ces gars. Il n'a pas eu le choix. En direct, je suppose. Mais ce que je dis, c'est que je ne peux pas concevoir un moyen pour que tu puisses avoir un éther substantiel sans obtenir de changement de frange, si la Terre ou le Soleil tourne autour. Ok? Parce que si c'est important, cela va créer une impédance sur cette lumière qui ira dans l'autre sens. Je pense que c'est pour ça qu'ils en ont peur, personnellement. Alors, ils ont été vraiment pris là-dedans à nouveau en 1925, parce que Michelson, qui était déterminé à tout faire pour que cette chose soit prouvée d'une manière ou d'une autre, a fait une autre expérience. Et celle-ci était censée mesurer la rotation par opposition à la révolution de la Terre autour du Soleil dans son expérience de 1887. Tu le sais peut-être déjà, mais je vais le dire à ton public. Pour l'expérience de 1887, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Eh bien, ils ont nommé cela un résultat nul, parce que ce n'était pas du tout proche de ce que l'on obtiendrait si la Terre tournait réellement autour du Soleil. Ils n'ont reçu qu'une fraction comme un dixième ou moins. Et bien sûr, tu ne peux pas présenter cela au public comme une preuve que la Terre bouge. C'est ce qu'on appelait un résultat nul. Et puis, 1925 arrive, et Michelson dit « Laissez-moi en faire un où j'essaye de mesurer la rotation de la Terre ». Il a donc utilisé fondamentalement la même base scientifique pour l'expérience, l'éther provoquant une interférence d'ondes entre deux faisceaux lumineux. La conception était donc fondamentalement exactement la même que celle de l'expérience de 1887, sauf qu'il l'avait simplement réorientée pour capter la rotation au lieu de la révolution. Donc, en gros, il vous suffit de tourner l'appareil, peut-être d'environ 90 degrés, pour mesurer cette rotation. Alors, qu'est-ce qu'il obtient? Quels sont les résultats de la recherche de la rotation en utilisant maintenant l'éther comme base pour l'interférence des ondes? Quel est le résultat?
Il a trouvé 98% de ce dont il avait besoin pour démontrer qu'il y avait une rotation. Alors il se gratte la tête maintenant et il dit « Qu'allons-nous faire? J'utilise la même expérience de base et l'un ne me montre pas de révolution, mais l'autre me montre une rotation presque complète à 98%. Et 98% serait un sigma 5 ou 6. En termes scientifiques, c'est la certitude que vous avez prouvé ce que vous aviez l'intention de prouver. Et alors, comment intégrer cela dans le modèle héliocentrique? Vous ne pouvez pas, car le modèle héliocentrique nécessite à la fois une révolution et une rotation. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Ils sont donc coincés. Ils n'ont pas de réponse. Mais devine qui a la réponse? Les géocentristes. Absolument. Je n'ai jamais entendu de réfutation à cela. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une rotation et c'est exactement ce que Michelson nous a donné lors de l'expérience de 1925. Je n'ai jamais eu de réfutation, mec. Comment combines-tu l'absence de détection de Michelson-Morley depuis une orbite et la détection de rotation par Michelson-Gale-Pearson? Même principe de l'interférométrie de l'éther. Il n'y a qu'une seule explication. Excuse-moi de te dire ça. Tu es bien plus au courant que la plupart des gens à qui je parle. Tu sembles connaître les détails de tout ce qui se passe. Alors je t'en félicite. Oui, eh bien c'est un grand merci à toi, parce que tu as compressé une grande partie des informations pour moi. Puis j'ai plongé là où tu as indiqué. Et même on y trouve plein de choses sur ta chaîne YouTube qui sont vraiment éclairantes. Cependant, je ne pense pas qu'il y ait une réponse. Je n'ai même jamais entendu de réponse à l'échec d'Erie. J'ai le luxe d'interagir avec beaucoup de ces physiciens parce qu'ils restent anonymes, comme sur Discord ou autre. Je peux vérifier leurs qualifications, mais ils ne sont pas là où toi tu en es. Il est difficile de trouver quelqu'un à ce siège, mais ils n'ont pas les réponses. Je n'ai jamais eu de réfutation à propos de l'échec d'Erie. Je n'ai jamais eu de réponse concernant l'explication du médium substantiel de Michelson-Morley ou de la combinaison des deux. Parce que comme tu l'as dit, le géocentrisme, eh bien, c'est ce qu'il prédirait. Cela prédirait que tu détecterais la rotation sidérale, mais pas l'orbite. C'est tellement évident. Maintenant, tu m'impressionnes encore plus. Tu utilises les bons termes. Je suis donc très impressionné par toi. Merci. Cela fait un moment que j'en suis obsédé. Je pense que c'est intéressant, car je pense qu'au fond, la matière noire et l'énergie noire ne sont pas totalement inexistantes. Bien sûr, de la façon dont ils le définissent, c'est inexistant. Mais ils détournent les caractéristiques de l'éther, je dirais. Mais on n'en a pas besoin pour expliquer. On a le moment cinétique de l'univers en mouvement, on a donc de réelles forces d'inertie. Ok. On n'a donc pas besoin de cette matière noire. Il n'y a pas d'expansion accélérée. On n'a pas besoin de matière noire, ou quoi que ce soit du genre. Nous avons une accélération comme eux, sauf que la nôtre est circulaire, la leur est linéaire. Exactement. Cela fait toute la différence, car l'accélération linéaire ne fonctionnera pas. Cela ne maintiendra tout simplement pas l'univers ensemble. Ce qui est parfait, que Dieu nous a donné, est une accélération de rotation, et cela maintient tout ensemble. Il maintient les étoiles, toutes à leur petite place, donc rien n'entre ni ne sort. Il maintient le Soleil en rotation autour de la Terre, car toutes ces forces créées par la rotation de l'univers sont placées sur le Soleil. Cela va le maintenir sur cette orbite circulaire. Rien ne va changer cela, donc tout fonctionne dans l'univers géocentrique. Comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de matière noire, d'énergie noire, on n'a pas besoin d'inflation, on n'a pas besoin de trouver des excuses pour un univers en expansion et on n'a pas de problème des rotations des galaxies. Je veux dire, combien pouvons-nous leur donner de plus? C'est fou, c'est fou. 97%. Et cependant, cela créerait un mouvement perpétuel. Ainsi, l'univers serait parfaitement stable et continuerait perpétuellement. C'est une physique parfaite. Une physique parfaite, oui, parce qu'aucun physicien ne contestera jamais le moment cinétique. Tout le monde sait qu'il faut préserver cela. Et donc, si c'est le cas, et qu'on a un univers en rotation, alors voici notre solution. Il ne ralentira jamais à cause du moment cinétique, et nous résolvons le problème qu'ils ont avec leur univers Big Bang.
Et cela n'a jamais vraiment été un problème. C'est ça qui est fou. C'est pourquoi l'histoire est importante, parce qu'elle a toujours été la réponse. Et c'était connu. Comme tu l'as dit, même les Grecs reconnaissaient l'existence d'un éther, et plus précisément qu'il y avait un vortex dans l'éther. Aristote en parle. Donc je trouve déconcertant que nous soyons maintenant en 2023 et que nous ayons montré qu'il existe un éther. On peut regarder dans la chambre à vide et il y a un éther. Il y a un effet Casimir, attractif et répulsif. Il y a de l'énergie électromagnétique dans le vide. C'est tellement évident. Ce que nous devrions faire, c'est revenir à Newton, car c'est là la clé qui a ouvert la porte à l'héliocentrisme. Et tout le monde pensait que l'affaire était réglée, une fois que Newton était venu et avait donné ses équations. Et voici ce qui s'est passé. Et tout le monde devrait le savoir, parce que les gens à qui vous parlez vont revenir avec « Eh bien, Newton a montré, etc., etc. » D'accord, mais ils ne connaissent pas l'intégralité de l'histoire de Newton que nous voulons leur raconter. Et c'est la suivante. Ce que Newton a dit, c'est que l'univers est absolu. L'espace est absolu. Cela signifie que l'univers est absolu. Et si c'est absolu, ça ne peut pas bouger. C'est absolu, ça ne peut pas bouger. Très bien. Donc ce qu'il a fait alors, c'est après que l'univers soit absolu. Alors, qu'est-ce que cela dit pour notre système solaire? Eh bien, ce n'est pas absolu. Pourquoi? Parce que les choses bougent. Nous pouvons voir le mouvement dans le ciel chaque jour, ok? Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a séparé l'univers de notre système solaire. Et maintenant, notre système solaire est devenu le laboratoire pour savoir comment il allait montrer que la Terre devait tourner autour du Soleil. Si vous excluez le reste de l'univers et qu'il n'y a pas d'univers dont il faut s'inquiéter, alors Newton a raison et nous nous inclinerons devant lui. Et voici comment il a procédé. Donc dans notre système solaire, isolé du reste de l'univers, vous avez ce grand soleil qui est 1 million de fois plus grand que la Terre, et nous savons que cette masse va créer la gravité, et plus vous avez de masse, plus vous avez de gravité. Et si tel est le cas, alors le Soleil a plus de gravité que la Terre. Et cela signifie que pour échapper à la gravité du Soleil, la Terre doit faire le tour du Soleil à une certaine vitesse. Et nous savons que c'est 30 km par seconde, d'accord? Avec cela, le système solaire isolé et la masse du Soleil qui est la plus grande, écrit Newton dans son livre, j'ai prouvé Copernic. J'ai prouvé l'héliocentrisme. C'est ce qu'il dit, je l'ai prouvé. Et je peux y mettre une équation que personne d'autre n'a jamais faite. Tous ces autres gars, Copernic, Ptolémée, Aristarque, Kepler, Galilée, parlaient tous en géométrie et utilisaient un peu la trigonométrie. Mais personne n'a jamais utilisé l'algèbre ou le calcul pour comprendre quelle était la véritable équation mathématique qui fait bouger ces corps comme ils font. Il fut le premier de l'histoire. Maintenant, vous pourriez dire qu'Aristote aurait pu être le premier, parce qu'il en avait une qui était similaire à celle de Newton. Mais pas exactement. Newton a proposé cette équation. Elle est très simple. L'équation, c'est F est égal à ma. La force, c'est ce qui va déplacer l'objet. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Donc, ce que cela signifie en termes de Terre et de Soleil, le Soleil a une grande gravité, il tire sur la Terre, alors quelle accélération la Terre doit-elle avoir pour continuer à s'éloigner du Soleil? Elle doit aller à au moins 30 km par seconde et en tournant en cercle. C'est ce qu'on appelle une accélération. Je ne vais pas expliquer pourquoi, mais c'est ainsi que fonctionne la physique. Et il faut connaître la masse de la Terre, il faut connaître la masse du Soleil. Vous mettez tout cela dans l'équation, et voilà! La Terre doit faire le tour du Soleil, et tout le monde dit « Waouh, mec, personne n'a dit ça auparavant, c'est incroyable !» Et Emmanuel Kant faisait l'éloge de Newton de haut en bas. Il était le plus grand philosophe de l'époque des Lumières, et c'est à ce moment-là que tout cela se passait. Au siècle des Lumières, vers la fin des années 1600, jusqu'à 1800 à peu près.
Et donc tout le monde se disait, « Ok, c'est réglé, c'est fini. C'est fini. » L'Église avait tort et condamnait Galilée, et Copernic avait raison. Il n'avait tout simplement pas les orbites elliptiques que Kepler lui avait données, mais c'est réglé, c'est fini. D'accord? Donc depuis 200 ans, tout le monde croit que le problème est réglé. Et Newton a prouvé que la Bible avait tort, que l'Église avait tort, que les philosophes grecs avaient tort, comme Aristote, que tout le monde avait tort. Newton avait raison. Mais 200 ans plus tard, presque jour pour jour, où Newton publiait son livre, le Principia Mathematica, arrive ce type nommé Ernst Mach, un physicien réputé, un physicien de premier ordre de son époque. Tout le monde respectait Ernst Mach. Et il disait, voici le gros défaut de Newton. La première chose qu'il a dite, c'est que l'univers est absolu. Désolé, mon pote, mais tu ne peux pas le prouver. Et si vous ne pouvez pas le prouver, vous ne pouvez pas l'inclure dans votre équation. Vous ne pouvez pas utiliser cela comme une base pour votre système solaire héliocentrique. Et personne n'y avait jamais pensé auparavant, ok? Ce qui est fou, ouais, que l'univers est inerte, qu'il n'y a aucun effet, qu'il n'y a rien, qu'il est juste comme ça, qu'il ne bouge pas, et qu'il ne bouge pas, et qu'il ne peut pas bouger. Qui peut dire? Et c'est ce que dit essentiellement Ernst Mach. Et c'est ainsi qu'il a renversé Newton. Cela ne voulait pas dire qu'Ernst Mach allait devenir géocentriste. Il souligne simplement un fait de physique, selon lequel on ne peut pas supposer certaines choses et ensuite élaborer sa théorie. D'accord? Et c'est exactement ce qu'a fait Newton. Il pensait que l'univers était inerte et absolu. Encore une fois, cela a ouvert la porte à la relativité. La relativité ne peut pas nous dire laquelle a raison, mais elle peut au moins nous dire ceci: la Terre peut tourner dans un univers fixe, ou bien l'univers peut tourner autour d'une Terre fixe. Cela nous donne ces possibilités. Cela a donc essentiellement ramené le géocentrisme en tant que théorie scientifique viable dans la discussion. Tu vois, alors qu'avant tout le monde pensait que Newton s'en était débarrassé définitivement. Et maintenant nous savons quelque chose de différent. Ce qui est tellement ironique, car il a opté pour la relativité restreinte spécifiquement pour éviter cela, n'est-ce pas? Mais alors la relativité générale change de bord. Cela continue de les hanter, n'est-ce pas? Cela revient sans cesse. Ça ne disparaîtra jamais. C'est drôle, mec. Et bien sûr, il faut savoir que, comme dans la proposition 43, qu'il n'a pas réussi à publier de Newton, il dit carrément « la Terre pourrait être au centre. Il faudrait qu'il y ait de vraies forces égales et opposées. » Eh bien, c'est pratique, car si l'univers est en mouvement, si l'espace n'est pas absolu et fixe, c'est ce qu'on aurait. Ainsi, selon les paramètres de Newton, la Terre peut être géocentrique, selon ses propres mots, dans son propre système. Oui, c'est intéressant que tu en parles, parce que c'était une autre chose qui était cachée. Combien de temps? Tu vois, il l'a écrit en 1687. Cela a donc été caché pendant environ 300 ans, l'aveu de Newton. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est ceci. C'était la dernière page de son célèbre livre, Principia Mathematica. Et d'une manière ou d'une autre, cette page où il admet à la fin que la Terre pourrait être au centre et que le Soleil tournerait autour, elle a disparu. D'accord? Maintenant, nous ne savons pas pourquoi. Je veux dire, elle aurait pu simplement tomber parce que c'était la dernière page, ou quelqu'un aurait pu l'arracher. Et nous n'aurions jamais su que cela existait jusqu'à ce que je contacte la personne qui a fait la recherche à ce sujet, le docteur Smith de l'université de Tufts. Et nous avons eu de bonnes conversations par courrier électronique. Et il a été sidéré d'avoir trouvé cette déclaration, cette dernière page. Et nous avons la véritable page que Newton a écrite en son latin. Et il raye des phrases et il réécrit entre les lignes. Et c'est tellement mignon, je veux dire. Tu vois juste la chose réelle. Et il l'a traduit pour moi du latin. Et c'est ce que j'ai écrit dans ma traduction anglaise du livre. Mais là encore, comme je l'ai dit, on a quelque chose de caché pendant 300 ans et finalement, cela refait surface, alors... Oui, et c'est légendaire, c'est légendaire. Et c'est grâce à cela que je peux diffuser l'information.
Et c'est ce qui est si important dans ce que tu as fait, parce que c'est fou de penser que ce n'est qu'une coïncidence, n'est-ce pas? Il est impossible que tout cela manque par hasard. Galilée, Copernic, les confessions sur les lits de mort. On a la dernière page de Newton. Il l'a mis sur sa dernière page parce que c'est ce qu'on ferait. Il propose d'utiliser sa théorie, mais c'est comme un avertissement, que cela pourrait en fait encore être géocentrique. Il est donc logique qu'il mette cela là. Et oui, je suis conspirationniste sur ce point-là. Ils l'ont retiré, ils l'ont retiré. Donc je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si tu as le temps ou pas. Je ne sais pas combien de temps tu veux que l'émission dure, mais penses-tu que nous devrions raconter l'histoire d'Edwin Hubble? Ouais, parce que c'est l'un de mes préférés. Parlons de préjudice et de biais. Et fondamentalement, c'est ainsi que nous avons obtenu la théorie du Big Bang. Tu te demandais d'où cela venait, parce qu'ils croyaient tous à la théorie de l'état stationnaire avant le Big Bang, et qui était que l'univers était là depuis l'infini. Et c'est tout ce qu'ils pouvaient dire. Hubble se trouve donc maintenant au mont Wilson, en Californie, et possède le plus grand télescope du monde. Je pense que l'objectif est de 100 pouces. Et c'est assez puissant. On peut voir très loin dans le ciel. C'est ainsi qu'il observe les galaxies pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Certains humains voient des galaxies là-bas, d'accord? Des centaines de millions d'étoiles regroupées dans un seul petit groupe. Et elles ont toutes sortes de formes, mais la plupart d'entre elles sont en spirale. Quoi qu'il en soit, il observe ces galaxies pour la première fois dans l'histoire, en 1929, et il les analyse. Et l'une des premières analyses que vous effectuez sur la lumière blanche est la spectroscopie. Et elle consiste à examiner le spectre émis par la lumière. Et on peut distinguer les éléments qui se trouvent dans cette source de lumière. On peut dire toutes sortes de choses. Mais l'une des choses les plus étonnantes qu'il a découvert était que chaque galaxie qu'il observait, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et entre toutes, présentait ce qu'on appelle un décalage vers le rouge, redshift. Maintenant, un décalage vers le rouge, la meilleure façon de l'expliquer est que nous savons tous ce qu'est un arc-en-ciel, n'est-ce pas? Nous avons 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Le rouge est d'un côté et le violet de l'autre, d'accord? Maintenant, si l'on voit un décalage vers le rouge dans une galaxie, ce serait un peu analogue à voir un rouge plus grand qu'il ne devrait l'être dans un arc-en-ciel. D'accord? Et c'est donc la meilleure façon de le comprendre pour ceux qui ne connaissent pas le redshift. Il voit donc un redshift, un décalage vers le rouge, dans toutes ces galaxies. Il se demande, que diable se passe-t-il? Parce que si je vois un redshift partout où je regarde, la seule façon pour moi de voir un redshift de partout est si la Terre était exactement au centre de l'univers. D'accord? Car si ce n'était pas le cas, et comme vous le savez probablement dans le livre de Stephen Hawking, The Grand Design, écrit en 2010, il admet la même chose. Il dit que si nous n'étions pas au centre, nous verrions des décalages vers le bleu, ainsi que des décalages vers le rouge dans ces galaxies. Mais ce n'est pas ce qui se passe. On voit du rouge partout. Et il admet, oui, Stephen Hawking admet, ça veut dire que nous sommes au centre de l'univers. D'accord? Maintenant, aucun d'eux n'aime cette idée. Hubble n'aime pas ça. Et dans son livre de 1937, The Observational Approach to Cosmology, il écrit qu'il n'aime pas cela. Et il dit, c'est une situation horrible. Cela ne peut pas être accepté. Nous n'irons dans cette direction qu'en dernier recours. Et il utilise un langage du genre « Waouh, ce type est vraiment contrarié par cette information scientifique qu'il découvre en observant l'univers. » Et c'est le titre de son livre, « L'approche observationnelle de la cosmologie ». Eh bien, allez mec, c'est ce que tu observes. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Eh bien, cela place la Terre au centre, et nous ne pouvons pas vivre avec ça. Oui, ça me fait me demander, que faisait ce type? Il a qualifié cela d'horrible. Ce sont les mots qu'il utilise. Ce n'est pas de la science. Inacceptable. Ça ne peut pas être comme ça. Alors qu'allons-nous faire à ce sujet? Ouais, l'une des choses que j'entends c'est, eh bien, Hubble, c'était il y a longtemps. Nous avons beaucoup appris depuis lui. Et moi je dis genre, oh, Stephen Hawking? Oui, il le reprend, et quelques autres le font aussi, parce qu'ils en voient les ramifications. Alors Hubble essaye de comprendre comment s'en débarrasser. Eh bien, vous ne pouvez pas.
sauf par un seul moyen, qui est de se dispenser d'un univers euclidien à 3 dimensions, hauteur, largeur et longueur, et vous utilisez un univers à 2 dimensions. Et vous y arrivez en utilisant les mathématiques riemanniennes, car elles traitent par 2 dimensions. Bien sûr, tout cela est théorique, car vous ne pouvez rien avoir qui existe à moins que ce ne soit en 3 dimensions. D'accord, disons-le d'emblée. Mais c'est la seule façon de sortir la Terre du centre dans ce cas. Car ce que vous faites, c'est transformer l'univers en ballon. Or, combien de dimensions a un ballon? Il en a 2, car c'est une surface courbe. Il n'y a pas de milieu. La seule chose qui se trouve au milieu, c'est l'air. Donc il s'agit de garder le ballon un ballon, d'accord? C'est donc ce que vous obtenez en utilisant les mathématiques riemanniennes ou la géométrie riemannienne. Nous avons donc ce ballon, c'est l'univers. Alors il n'y a plus rien au centre. Nous avons donc retiré la Terre du centre et nous allons placer toutes les galaxies à la surface de ce ballon, tout autour du ballon. Et si vous faites exploser ce ballon, et que les galaxies commencent à se séparer les unes des autres, que verra chaque galaxie lorsqu'elle regardera la galaxie suivante? Il va y avoir un redshift. Alors voilà, mec, nous avons notre solution. Tout ce que nous avons à faire, c'est de réorganiser l'univers entier, et nous avons une solution mathématique au redshift. Et tout le monde le félicite, tu sais. Son partenaire, Humason, n'aimait pas ça du tout. Il a dit « Tu ne peux tout simplement pas tirer cette conclusion ». Il était plutôt bon dans ce domaine, étant honnête avec les scientifiques. « Edwin, tu ne peux tout simplement pas y aller comme ça et tout renverser, juste pour répondre à ta question, parce que tu détestes que la Terre soit au centre. » Et il a en fait quitté Hubble parce qu'il ne voulait pas capituler. Ouais, Humason a quitté Hubble, et Hubble est parti seul. Et il lui déroule le tapis rouge à Hubble, le rendant célèbre. Ils ont mis son nom sur le télescope spatial Hubble pour couronner le tout, tant qu'on s'est bien occupé de lui. Tant que vous gardez cette théorie, donnez-nous ce ballon Big Bang et nous serons heureux. De cette façon, nous pouvons garder la Terre hors du centre. Tout comme Einstein, parce qu'Einstein a tout plagié. Henri Poincaré a écrit la relativité efficacement avant lui. Mais il a sauvé le modèle. C'est donc lui, le génie. Il est sur tous les posters partout. Ouais, c'est fou. Et je ne suis même pas d'accord avec l'analogie avec le ballon. Fondamentalement, cela vient toujours d'un centre, il s'étend avant que vous puissiez continuer à l'étendre à partir du centre. Ils s'en sont rendus compte aussi. Et c'est à ce moment-là que le maître est arrivé et a dit « Ok, donc si c'est vrai, alors inversons le processus. Au lieu d'agrandir le ballon pour créer le redshift, voyons ce qui se passe si nous remontons dans le temps et comprimez le ballon. Et qu'est-ce que tu trouves là ? Eh bien, on obtient ce que le maître a appelé l'œuf primordial, où l'explosion a commencé à partir d'un point central, mais n'avait pas de point central à la fin. Maintenant, nous n'avons plus que ce ballon. D'accord, il suivait ta logique, mais il ne savait pas quoi en faire. Eh bien, comment appelle-t-on cette chose ? Le maître l'appelait l'œuf cosmique. Et puis Arthur Eddington est arrivé et a dit « Allez, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de petite substance là, qui va d'une manière ou d'une autre exploser arbitrairement et nous donner cet univers. » Donc ils ont fait des allers-retours à ce sujet et ils n'ont jamais vraiment trouvé de solution. C'est pourquoi on appelle ça aujourd'hui une singularité. Qu'est-ce qu'une singularité ? C'est rien. Il n'y a pas de définition. Quand vous l'analysez vraiment, ils n'iront pas au-delà parce qu'ils savent que leur logique s'arrête. Et donc, ils sont à nouveau rattrapés. Comment peut-on avoir une explosion à partir de rien? C'est tellement stupide. Et même l'idée d'une singularité, eh bien, la relativité peut bien sûr s'appliquer à une singularité. Et bien sûr, nous savons que lorsqu'il s'applique sur des surfaces infinitésimales, petites, planes, puis les tendent et appliquent ensuite l'hypothèse de courbure au fil du temps ou autre. Mais si cela vient du centre et s'étend, alors il y a un centre. S'il y a une singularité et qu'elle s'étend dans toutes les directions, il y a un centre. C'est intrinsèquement un paradoxe. Et je comprends. Et pour ceux qui ne le savent pas, d'après ce que je comprends, si vous êtes dans cet univers chaotique et que vous êtes un petit point bleu pâle, vous devriez voir un changement de rouge et de bleu.
Vous devriez voir un tas de chaos, mais peut-être spécifique à l'endroit où il se trouve depuis le centre, n'est-ce pas? Vous verriez peut-être du bleu ici et du rouge ici ou autre. Mais ils n'ont pas vraiment vu le bleu dans les galaxies lointaines. Ils ont vu un tas de redshift. Alors ils disent « Oh, nous devons tout changer ». Ainsi, les géocentristes disent que cela ressemblera à ceci. Les héliocentristes disent « Cela sera très différent. Ça semble identique au géocentrique, mais changez simplement tout. Le géocentrique n'est pas une option, quoi qu'il arrive. C'est horrible. C'est bizarre. » Et l'autre chose que j'ai récemment découverte est que dans la relativité générale d'Einstein, la vitesse de la lumière augmente à mesure que la source de lumière s'éloigne du centre, là où se trouve la Terre dans son modèle géocentrique. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si vous avez une étoile à 1 million d'années-lumière, et j'utilise simplement des années-lumière parce que c'est le terme normal qu'ils utilisent pour désigner la distance, et cette lumière décharge ses faisceaux lumineux et elle se dirige vers la Terre. Eh bien, plus l'étoile est éloignée de la Terre, plus le faisceau lumineux ira vite selon la relativité générale. Maintenant, c'est quelque chose dont vous n'entendrez jamais venant d'eux. La raison en est que les forces d'inertie élevées sont si grandes à de grandes distances de la Terre. Pourquoi? Parce que l'univers tourne, et plus vous vous rapprochez du bord de l'univers, plus les forces d'inertie seront élevées. Plus les forces d'inertie sont élevées, plus la vitesse de la lumière est rapide, d'accord? Et puis on parle aussi de l'éther. Eh bien, ces forces d'inertie affectent l'éther et c'est ce que traverse la lumière, ok? Maintenant, pourquoi je dis ça? Eh bien parce que cela réduit vraiment la taille de l'univers. Parce que si la lumière peut voyager aussi vite vers la Terre, cela signifie que nous n'avons pas besoin de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Ça ne s'en approche même pas. On attend que la lumière nous donne les images que nous voyons là-bas du télescope James Webb. D'accord? Tout ça. Cela explique essentiellement pourquoi la rotation de l'univers est si essentielle à la compréhension de tout. Car elle nous donne les bons paramètres pour commencer à mesurer et analyser l'univers. Parce que si vous ne disposez pas des bons outils, tout mécanicien sait que vous ne parviendrez jamais à faire le travail. Il faut avoir les bons outils. Et l'univers en rotation nous donne les bons outils. Ouais, absolument. J'ai mes propres théories sur tout. Et je suis sûre que nous ne serions pas d'accord sur tout. Tu sais? Mais je pense qu'il y a un éther. Il agit plutôt comme un fluide, comme une substance médium. Les choses sont beaucoup plus locales. C'est un univers fini et limité. Et oui, il y a un moment cinétique et il le translate à travers l'éther. Et je crois la même chose. Donc je ne vois pas où est-ce qu'on est différent là-dessus. Nous ne divergeons pas là-dessus. Nous différons sur quelques points. Mais avec la mécanique newtonienne, je n'ai aucun problème à l'utiliser pour faire valoir le point. C'est comme si ton héros ici te montrait en fait que cela pourrait être géocentrique et il doit utiliser un ensemble de forces géocentriques pour le faire fonctionner. Mais je ne suis pas en accord avec la mécanique newtonienne, comme l'idée selon laquelle la gravité est une propriété inhérente et intrinsèque, et la matière. Je pense que tout est électrique, électromagnétique. Mais ce qui est drôle, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, il n'y a pas de variable pour le temps de réaction dans l'équation de la gravité. Et c'est comme si ce n'était jamais discuté. La gravité doit être une action instantanée à distance, sans éther. Eh bien, il écrit dans son livre qu'il suppose que la gravité est instantanée. Il n'a pas d'autre endroit où aller, mais il ne le met pas dans l'équation. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de variable temporelle dans l'équation, n'est-ce pas? Nous avons donc appris que personne ne lira Newton lui-même. Ils vont apprendre ce qu'ils apprennent à l'école. Ils vont rouler avec ça. Mais regardez quand même l'équation. Il n'y a pas de variable pour le temps. C'est instantané. Non, car s'il y en avait, ce serait F égale à GMMT sur R au carré. D'accord? Mais ce n'est pas là, bien sûr. C'est tellement évident. Et puis bien sûr, Einstein revient, qualifie cela d'effrayant, mais maintenant un éther corrige tout cela. Tu sais ce que je dis? L'éther est partout. C'est tellement évident. Eh bien, j'ai calculé dans mon livre et aussi dans un autre livre. L'autre livre est intitulé Tiny Black Holes. Je crois que j'ai oublié le titre exact. Quoi qu'il en soit, j'y plonge et je montre que si l'éther est aux dimensions de Planck pour commencer, les dimensions de Planck sont ce que la mécanique quantique nous a donné comme la sorte de petitesse ultime d'une particule.
qui serait de 10 puissance moins 35 mètres. C'est sacrément petit. L'électron, c'est quoi? 10 puissance moins 15 mètres? Cette chose est donc 20 ordres de grandeur plus petite, si tu peux l'imaginer. Et si l'éther est composé de cela, il devrait plus ou moins avoir une limite absolue. Parce que s'il y a toujours quelque chose de plus petit que vous pouvez avoir, alors vous n'avez pas vraiment l'éther optimal, tu vois. Mais si l'on a quelque chose d'aussi petit que 10 puissance moins 35 mètres, alors si l'on prend en compte sa densité et la vibration qu'elle provoquera, et la vitesse à laquelle cette vibration se propagera, eh bien, les calculs s'avèrent être, et je t'enverrai un exemplaire gratuit du livre si tu le souhaites, je ne sais pas si tu l'as déjà, les calculs s'avèrent qu'une impulsion gravitationnelle pourrait voyager d'un bout à l'autre de l'univers en 10 puissance moins 11 secondes. À cause de cet éther. Et c'est à quel point c'est important. Et d'autres scientifiques ont souligné que, écoutez, si la gravité ne se déplace pas beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, parce que c'est ce qu'a dit Einstein, si la lumière est la chose la plus rapide que nous connaissons, alors cela signifie que la gravité ne peut pas être plus rapide que la vitesse de la lumière. Et cela vient de la relativité restreinte. Et cela a mis tout le monde dans le pétrin. Car comment pouvez-vous expliquer comment l'univers est maintenu ensemble si la gravité ne peut parcourir que la vitesse de la lumière? Allez mec, vous avez eu un problème avec le problème de l'horizon. Et vous l'avez résolu en utilisant la relativité générale parce que la vitesse de la lumière était trop lente en relativité restreinte. Eh bien, pourquoi ne pouvez-vous pas dire que la vitesse de la gravité est bien supérieure à ce que la relativité restreinte lui impose? Ils ne sont tout simplement pas encore arrivés jusque-là. Mais d'autres scientifiques l'ont souligné et ont dit, si la gravité n'est pas instantanée, alors l'univers tout entier va s'effondrer, d'accord? Je veux dire, c'est juste du sens logique. Et c'est ironique, car si c'est le cas, ils s'effondrent également. Leur cosmologie est dans un endroit difficile. Ils ignorent simplement ces choses. Je ne sais pas, je trouve ça bizarre. Action instantanée à distance, et c'est intéressant. Je suis intéressée à lire ton livre parce que tu as donné une valeur spécifique sur la rapidité avec laquelle cela serait. Personnellement, je ne pense pas que la lumière voyage. C'est juste mon opinion. Je pense que nous le voyons comme si elle se déplaçait et nous quantifions la vitesse à laquelle elle s'éclaire. C'est un taux d'induction. Je pense donc que c'est comme une excitation de l'éther. Cela induit dans l'éther, puis nous la voyons à un certain rythme, nous la quantifions, mais elle est déjà là, comme une vague dans un lac. Quoi qu'il en soit, quelle serait cette valeur reste intéressant. Je connais ce que tu dis. Ouais, et c'est exactement ce que je pense. Je pense que les preuves... Il est plus facile d'expliquer les phénomènes en comprenant cela. Et ça craint, parce que les gens auraient déjà compris bien plus que ça, je suppose, si cela n'avait pas été enterré à cause de l'héliocentrisme. Alors maintenant, ce que nous avons, c'est la mécanique quantique qui est par ici, la cosmologie par là, l'échelle locale par ici, et personne ne fait rien, personne n'apprend quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas les réunir car ils n'ont pas de dénominateur commun. Vous n'obtiendrez pas cela avec l'univers copernicien, ce n'est tout simplement pas là. C'est pour cela qu'ils doivent constamment faire ce patchwork, pour donner l'impression que ça marche. Et il y avait autre chose que je voulais dire à propos de la lumière. Ce que je dis, c'est que je ne prétends pas savoir ce qu'est la lumière, ce qu'est la gravité. Je veux dire, j'ai mes théories comme toi, mais ce que nous disons, c'est que si la lumière voyageait, elle irait à la vitesse c, près de la Terre. Si elle était éloignée de la Terre sur une longue distance, elle voyagerait beaucoup plus vite. Et ce que nous disons, c'est que si la gravité se déplace par vagues, et que ce ne sont pas des ondes de translation, à quelle vitesse cette gravité peut-elle réellement se déplacer dans une onde de translation? Par opposition à la lumière, qui monte et descend dans une onde. D'accord? Transversale. Oui, onde transversale. Ainsi, la réponse apparaît si vous faites tous les calculs, même en utilisant c à 300 000 km par seconde. Dans l'équation, cela revient toujours à 10 puissance moins 11 secondes. Donc c'est assez rapide, non? Ouais, c'est incroyablement rapide.
En fait, j'ai un article qui pourrait t'intéresser. Maintenant, ce type est dans le paradigme héliocentrique, comme ils le sont tous. Mais son nom est Konstantin Mice. Il propose en 2022 une théorie de la gravité électromagnétique. Et il dit, écoutez, il y a une équivalence de charge de masse. Il dit que ce n'est pas une constante universelle. La gravité n'est pas une constante universelle. C'est basé sur la densité énergétique. Maintenant, il appelle l'éther autrement. Mais j'en parle juste pour le dire. Et je peux te l'envoyer, je t'enverrai un email. Mais il est intéressant de voir qu'ils se dirigent vers un éther parce que c'est inévitable. Mais ils ne peuvent pas y associer la cosmologie. Et la solution est juste devant eux. Donc honnêtement, je pense que la mécanique quantique pourrait être votre meilleure amie, n'est-ce pas? Elle pourrait se présenter et vous aider à atteindre votre objectif. Car c'est la seule réponse. Et c'est évident. Tu vois, c'est la beauté de tout ce projet de recherche. C'est que je pouvais utiliser leur science pour prouver le géocentrisme. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Tout ce que j'ai fait, c'est citer leur théorie. J'ai compris qu'ils disaient les choses. Et j'ai ensuite pu relier les points, tu vois. Et c'est tout ce que j'avais à faire, les laisser plaider ma cause. Et c'est pourquoi mon livre regorge de citations de ces scientifiques célèbres. Leur seul problème est qu'ils ne savaient pas comment relier les points. Ouais. Ou alors ils ont un parti pris. Oui, c'est vrai, ils ont un parti pris. Maintenant, j'ai aussi un parti pris. Mon parti pris est le fait qu'étant chrétien, je crois les Écritures qui enseignent que la terre est au centre et ne bouge pas. Vérifié par l'Église, vérifié par les pères qui les ont précédés. Et maintenant, j'ai la science qui peut être utilisée pour le prouver. Et j'ai tout mis ensemble. D'accord? Quelqu'un pourrait dire, eh bien, tu as un parti pris à cet égard. D'accord, je comprends cela, parce que je peux prouver que ce que l'Église a dit à Galilée était vrai. Et si je peux utiliser la science pour y parvenir, je le ferai. Et c'est ce qu'est ce projet depuis que j'ai commencé il y a 20 ans. Et je pense que c'est pour ça que tu es béni, mec, parce que le Créateur bénit ton objectif. Je pense que, et peut-être tout le monde n'est pas censé le savoir, et comme je l'ai dit, nous avons des désaccords fondamentaux, mais je suis d'accord avec l'idée générale. Je n'aborde jamais la Bible dans les débats parce que c'est comme leur lancer une balle molle. Je passe directement à la physique, mais la physique leur est tellement préjudiciable, comme même Dayton Miller. Je ne sais pas si tu connais Dayton Miller, mais en 1925, il a refait Michelson-Morley, et il a montré que le sidéral, ou le décalage de franges détecté, est en corrélation avec l'équinoxe. Alors c'est genre, mais que se passe-t-il dans le ciel, n'est-ce pas? Parce que cela n'a pas de sens sur un globe qui tourne, incliné dans un univers stationnaire, que cela change avec l'équinoxe. Cela ne devrait pas changer par rapport à la Terre tourne simplement. Mais en fait, non, c'est le ciel qui tourne. Et ainsi, on a les différentes corrélations de Dayton Miller. Et puis, Halley a décomposé en 99, quand j'y pense. Et donc, quand je regardais ça, je me suis dit, waouh, il n'y a aucune raison logique pour que cela soit en corrélation avec ce qui se passe dans le ciel, à moins que ce soit le ciel qui en soit la cause. Même chose avec les pendules qui changent selon Halley lors des éclipses. Eh bien, si tout dans le ciel provoque ces effets, alors je m'attends à ce qu'il y ait un changement quand il y a un changement dans le ciel, pas si la Terre tourne. La physique leur fait donc du mal à tout moment. Le Créateur ne peut être vaincu. Il a fait la physique. En fait, la physique essaye simplement de comprendre ce qu'il a créé, n'est-ce pas? Alors, montrez-leur simplement ce qui se passe en termes de physique, et cela défendra toujours la Terre géocentrique, à chaque fois. C'est très évident. Je ne sais pas quelle est ton opinion. Je pense que tu l'as en quelque sorte donnée plus tôt. Tu n'es pas particulièrement optimiste quant au fait qu'ils finiront par le dire et l'admettre. Non. Et on en aura quelques-uns ci et là. C'est tout, je crois. Le monde est trop politique. C'est trop chargé d'idées culturelles, de préjugés, de partis pris, de biais. Et je ne pense pas que l'homme parviendra un jour à les surmonter. Vraiment pas. Et il existe un groupe de personnes dont le seul objectif dans la vie est de contrôler tout le monde. Et on ne fait pas cela en disant que la Terre est au centre de l'univers, d'accord? Donc, absolument.
Parce que l'apathie et le nihilisme facilitent le contrôle de quelqu'un. S'il y a un créateur, je n'ai aucun compte à vous rendre. C'est à lui que je réponds. Donc tu ne peux pas me contrôler. Je suis donc entièrement d'accord avec toi. Je pense que le Seigneur laisse en l'état actuellement. Pas que je sois le seul, et de loin. Il y a eu beaucoup d'hommes bons avant moi, avec qui j'ai fait mes armes, en gros. Mais je pense que le Seigneur laisse en l'état actuellement, parce que cela n'a été rendu public qu'au tournant du siècle, au siècle dernier, parce qu'il veut que le monde sache, même s'il ne l'accepte pas, il veut qu'il sache que la Bible avait raison. Je ne mens jamais, Dieu dit. Je le dis tel quel. Et je veux vous le dire avant que ce monde ne se finisse. Que la Bible disait juste et que vous étiez les imbéciles qui ne l'acceptaient pas. Je sais que Dieu fonctionne de cette façon. Il donne simplement son aval au bon moment et fait savoir aux gens qu'ils ont été trompés pendant tout ce temps. Je suis d'accord. Je pense qu'il est la raison pour laquelle tant de gens prennent du recul et remettent en question des choses aussi fondamentales. Ils pensaient savoir ce qu'est la Terre et ce qui se passe dans le ciel et des trucs comme ça. Et l'épisode Covid n'a certainement pas aidé leur camp, parce que nous avons découvert tout cela. Et ça les a embarrassés comme jamais. En fait, cela a incité davantage les gens à remettre en question les choses, et ça leur a donné plus de temps pour ça. Je pense que le Créateur guide cela en quelque sorte. Je pense que tout ce qu'ils essayent de faire se retourne contre eux à cause du Créateur. Je ne veux pas oublier de te poser quelques questions. Je t'ai entendu une fois mentionner quelqu'un, tu sais, qui a essayé de faire publier un article géocentrique. Je pense que le premier a été publié et le second a été refusé. J'adorerais lire le premier article, si c'est possible. C'est dans la dernière édition de Galileo Was Wrong. Si tu as le livre, tu as peut-être les premières éditions, mais je pense vers les 10e, 11e et 12e. C'est dans la 12e édition, maintenant. J'ai le document là-dedans, mais je peux t'obtenir le PDF très facilement. Je peux te procurer les deux. C'est d'un niveau élevé en mathématiques, en calcul, mais il y a des conclusions de base et je suis en contact permanent avec lui. Son nom est le Dr Popov de Croatie. Et il a écrit l'analyse newtonienne de Mach. Le même gars? Oui, et il l'a fait publier dans le European Journal of Physics en 2013. Un an avant la sortie de notre film. Cela a donc beaucoup aidé. Mais ils ont des censeurs qu'il faut passer, et c'est ce qu'ils appellent l'évaluation par les pairs. Le premier article n'était pas présenté comme un enseignement du géocentrisme. S'il avait mis ce mot dans son article, il aurait été rejeté, ok. Il l'a donc mis de côté et a utilisé des définitions et des mots qui n'auraient pas fait comprendre aux censeurs que c'était là l'objectif fondamental de son article. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont eu vent qu'il l'utilisait à des fins de géocentrisme. C'est pourquoi son deuxième article a été rejeté. Je ne savais pas que le deuxième article était plus direct ou quoi que ce soit. Non, il a essayé d'utiliser les mêmes tactiques d'évitement, mais elles n'ont pas fonctionné cette fois. Oh zut! Et cela ne fait que vous montrer toute cette illusion selon laquelle l'évaluation par les pairs est une sorte de... C'est juste une blague. J'ai un article évalué par les pairs sur la façon dont l'évaluation par les pairs est nulle. Je l'ai fait littéralement. J'ai essayé de soumettre un article une fois à archiver. Et ils veulent une biographie de vous, toute l'histoire et patati et patata. Et comme je n'avais pas de diplôme en sciences, ils ne m'ont pas laissé publier cet article. J'ai dû obtenir un diplôme en sciences. Maintenant, mes diplômes sont en théologie. Les doctorats BAMA sont en théologie et en exégèse biblique. Et je viens d'avoir 2 ans de physique à l'université. Mais c'était suffisant. Je n'avais pas vraiment besoin de plus pour savoir ce qui se passait. Je n'avais tout simplement pas de diplôme dans ce domaine et je n'ai donc pas pu publier mon article. Mais on dirait que même les gars qui ont des diplômes dans le domaine, je veux dire, c'est ce qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'est le journal de ce type. Je n'ai jamais eu de réfutation.
Je l'ai partagé autour de cette analyse newtonienne de Mach. Vous n'obtenez pas de réfutation. Vous obtenez simplement des revers de la main parce qu'ils ne peuvent pas réfuter. Et je ne sais pas, je pense que c'est fou. Je pense que c'est bien que le public et que quiconque regarde ça entende, pour m'assurer qu'ils comprennent bien. Comme ce type, il a montré qu'il y aurait un mouvement perpétuel au sein de ce système. Il a appelé cela une pseudo-force, et il montre qu'il y aurait un mouvement perpétuel, selon l'application du principe newtonien de Mach, essentiellement à une Terre centrale et stationnaire. Et puis, il a essayé de publier un autre article, mais il n'a pas abouti. Mais personne ne peut réfuter le premier article. Alors, s'agit-il de vérité ou qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, eh bien, c'est la vérité. Et il a découvert assez rapidement l'environnement politique super chargé qui se plaçait entre lui et le fait qu'il fasse publier quelque chose. C'est fou. Et une autre chose dont je voulais me rappeler de te demander, parce que je n'avais pas compris que c'était ce type, et c'est très intéressant. Je me souviens de quelque chose à propos de la façon dont, peut-être que c'était le CMB, le Fonds diffus cosmique. À l'époque, ils ont vu que la relation de 23,4 degrés avec la Terre n'était pas locale à la Terre. C'était comme ça jusque dans l'espace. Ça te parle? Quelque chose à propos des 23,4 degrés ne semblant pas être local à la Terre, ce qui n'a pas de sens si c'est la Terre inclinée qui tourne. C'est plutôt l'univers qui bouge. Est-ce que ça te dit quelque chose? Eh bien, les termes qu'ils utilisent sont la direction de la radiation qui peut être déterminée en traçant une ligne entre toutes les zones grumeleuses. Elle passe par l'écliptique. C'est donc ce dont tu me parlais plus tôt, c'est la nature anisotrope de la distribution. Ok, je comprends. C'est bien ce que je pensais que tu disais plus tôt. Et je me disais, attends, c'est une de mes questions dont je pense qu'il parle. Donc tu es d'accord que ça n'a pas vraiment de sens, si c'est local à la Terre. Ils essayent essentiellement de brouiller les cartes en disant que l'écliptique est beaucoup plus grande que la Terre. Cette écliptique s'étend donc vers l'infini, pour ainsi dire, car c'est simplement le plan qui relie la Terre et le Soleil. Et donc, le CMB, le Fonds diffus cosmique, s'aligne nécessairement avec l'écliptique, pas nécessairement avec la Terre. Mais le fait est que si la Terre est au centre, alors l'écliptique est à 23,4 degrés de l'équateur de la Terre. D'accord? C'est comme un jeu de bonneteau. Il continue de mélanger les cartes et quelqu'un devient confus. Mais cela revient essentiellement à dire la même chose, ok? Et le seul facteur impliqué ici est que si vous analysez l'anisotropie du rayonnement micro-ondes, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Vous pouvez le diviser en 4, c'est ce qu'ils appellent le quadripôle. Vous pouvez le diviser en 8, c'est ce qu'ils appellent l'octopôle. Vous pouvez aller même plus loin que cela. Vous pouvez le diviser en 16 si vous le souhaitez. Mais quelle que soit la manière dont ils analysent le rayonnement micro-ondes, qu'il s'agisse d'un quadripôle ou d'un octopôle, tout pointe essentiellement dans la même direction. Il n'y a que quelques degrés de différence entre ces deux-là. Peut-être 1 degré, peut-être 2, mais ils pointent tous dans la même direction et traversent tous l'écliptique. Donc, ils sont coincés. Ils ne savent pas quoi en faire. Cela me semble tellement accablant. Pourquoi la partie n'est-elle pas simplement terminée? Oui, ils ont développé une formule d'excuse, à savoir « D'accord, nous ne connaissons pas la réponse pour le moment, mais nous la trouverons. » Du genre, nous trouvons toutes les réponses dont nous avons besoin. Hubble a découvert que le redshift était dû à la théorie du Big Bang. Il nous a fallu des années pour le découvrir, mais nous l'avons découvert. C'est le genre d'évasion dont ils se rejettent la responsabilité, la science qu'ils utilisent. Les choses de base que les gens disent quand j'en parle, qui sont, tu sais, facilement réfutées, mais ils vont simplement les chercher sur Google. L'essentiel qu'ils diront est « Nous savons que la Terre est dans un modèle héliocentrique à cause de l'aberration de parallaxe rétrograde. » Évidemment, il n'est pas nécessaire d'aller très loin, car je pense que c'est très simple. Si quelqu'un veut faire des recherches là-dessus, honnêtement, il sait.
que ce n'est pas vrai. Mais si tu veux bien juste aborder ces trois choses, parce que ce sont les trois principales choses que j'entends. Eh bien, j'entends cela tout le temps de la part des scientifiques. Ne sais-tu pas, Sainte Janice, que la parallaxe prouve depuis longtemps que la Terre tourne autour du Soleil? Et tout ça. Quand ils disent cela, je sais que je les ai, parce que cela signifie qu'ils ne connaissent pas l'autre côté de l'histoire. Et puis s'ils me permettent de les éduquer sur l'autre côté de l'histoire, je n'aurai plus jamais de nouvelles d'eux, d'accord? Surtout la parallaxe. Je veux dire, c'est leur bébé depuis longtemps. Et je dis simplement, savez-vous ce qui se passe si vous échangez la Terre avec le Soleil et permettez au Soleil de faire le tour de la Terre au lieu de la Terre autour du Soleil? Savez-vous ce qui se passe? Non, que se passe-t-il? Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous voyez la même parallaxe que lorsque vous pensez que la Terre tourne autour du Soleil. Même angle, même parallaxe. D'accord? Eh bien, comment est-ce possible? Eh bien, parce que le Soleil et les étoiles voyagent ensemble et que plus ils avancent dans leur mouvement circulaire, plus cet angle sera grand. D'accord? C'est ce qui cause la parallaxe. Pas de quoi en faire tout un plat. Et si vous le souhaitez, je peux vous montrer dans une animation comment ça marche. Non, t'embête pas. Ou ça m'arrive qu'on me réponde « Ouais, d'accord, envoie-le-moi ». Et je le renvoie, et ensuite je n'ai plus jamais de nouvelles d'eux. C'est tellement évident. C'est tellement évident. Même chose avec le mouvement rétrograde de Mars, qu'ils utilisent habituellement. Saviez-vous que le mouvement rétrograde montre que la Terre a fait le tour du Soleil, que Mars a fait le tour du Soleil? Bon sang, je n'avais jamais pensé à ça auparavant. Tu m'as vraiment laissé perplexe. Parfois, j'aime faire ça aussi. Genre, mon Dieu, tu as raison, je devrais abandonner tout ça. Ouais, c'est drôle. Je n'ai jamais pensé au mouvement rétrograde, mon Dieu, comme c'est stupide de ma part. Puis, j'arrête de rire et je commence à devenir sérieux. Et je dis, savez-vous que si vous avez le Soleil qui se déplace avec les planètes avec lui, vous allez voir le même mouvement rétrograde de Mars que vous verrez dans le système héliocentrique? Pas moyen! Si, il y a moyen. Je vais vous envoyer une animation qui le montre. C'est très simple. Ce n'est qu'une question de géométrie. Mais vois-tu, ils n'ont jamais été exposés à cela auparavant. Donc ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une explication à cela. Leur esprit a été programmé pour penser d'une certaine manière et ils ne peuvent pas sortir des sentiers battus. D'accord? Et quand quelqu'un comme moi arrive et leur raconte l'autre côté de l'histoire, mec, c'est juste difficile à avaler. Et je ne sais pas s'ils réfléchissent à toutes les ramifications du fait d'être géocentriste à ce moment-là, mais ils finissent par le faire. Que vont penser mes amis? Que va penser ma famille? Parce que je connais des gens qui ont compris cela, qui ont vu cela comme la vérité et qui n'ont plus d'amis. Et leur famille pense qu'ils sont fous. Et qui peut vivre sous cette pression? D'accord. C'est donc quelque chose de très personnel ou qui devient très personnel. Donc vous devez en tenir compte si vous souhaitez poursuivre dans cette voie. D'accord. Maintenant, moi je suis le genre de gars, je m'en fiche de ce que tu penses. Pareil pour moi. Et je vais juste poursuivre parce que j'aime rechercher la vérité. Où que soit la vérité, c'est là que je serai. Je ferai de mon mieux. Il se peut que je n'ai pas raison sur tout, mais je vais essayer d'y arriver et contre vents et marées. Et c'est juste moi, c'est ma personnalité. Mais je suis désolée pour beaucoup d'autres personnes qui ont dû passer cette épreuve, en gros. Ouais, et c'est pourquoi je te respecte autant. Je sais que mon public voulait que j'évoque nos désaccords et tout ça. Mais ce que je pense et qui est très important, c'est que nous reconnaissions les gens qui font ce que tu fais. Parce que je sais personnellement qu'il est très difficile de parler. Même lorsque l'on est dans ta situation. Tu es plus informé, tu connais leur réfutation, tu peux toujours mieux argumenter qu'eux. Et je suis sûre que c'est toi qui leur enseignes ce qu'ils prétendent, qu'ils veulent t'apprendre. Et ça devient vraiment frustrant. Et oui, tu as rassemblé une tonne de choses pour moi. Et tu as déclenché en moi ce point où je voulais tout comprendre. Alors je voulais juste te remercier pour cela. Maintenant, je sais que nous avons un désaccord fondamental, ou quelques-uns. Et même comme la vraie nature de la Terre elle-même. Ouais. Je suis allée sur le terrain et j'ai testé.
Il y a des choses qui ne vont pas. Mais je ne voulais pas que ça se focalise trop sur les désaccords. Je veux que ce soit juste une conversation sympa où tu peux présenter tes informations, car tu es une mine d'informations. Et j'apprécie vraiment la conversation avec toi. Tu peux m'utiliser quand tu veux. D'accord, bon. Il y a une chose sur laquelle nous pouvons être d'accord. Il y a cet effort académique concerté pour déterminer où l'on se situe dans le paradigme actuel et pousser le récit. Ou sinon, on est exclu, moqué, humilié, ridiculisé, et cela est préjudiciable à la science. C'est le contraire de la science. Ce n'est pas ainsi que nous apprenons ce qui se passe réellement. Je t'admire d'avoir tenu tête à ça, parce que je sais que ce n'est pas facile, mec. De première main, je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout, mais je peux bien dormir la nuit, disons-le ainsi. J'ai vraiment l'impression que tu penses représenter la vérité et que tu te lèves et que tu prends les flèches pour ça. Et pour moi, nous sommes dans la même équipe. Je pense que je fais la même chose. Nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses. Je dirais le plan topographique stationnaire de la Terre. Nous vivons dans un plan inertiel toroïdal. Tout se déplace en ellipse à l'intérieur du tore, ce qui crée au sein de l'éther une relation dynamique avec la Terre elle-même. Et c'est beaucoup plus local, beaucoup plus fini, comme un médium de densité fluide. Et c'est là que j'en suis en ce moment. Il y a donc des différences fondamentales. Et dans le chat, il me suppliait de rentrer dedans. Je comprends, mais je n'en ai pas vraiment envie, parce que je voulais avoir cette conversation avec toi. J'espère donc que nous pourrons rester en contact et que nous pourrons échanger les idées et comprendre davantage. Mais je ne te garderai pas trop longtemps. Si tu as quelque chose à dire avant la fin. Non, je pense que nous avons couvert beaucoup de choses. C'est incroyable ce que nous avons couvert. Quoi, presque 11 heures, donc ça fait 2 heures qu'on discute. Ouais, il est temps d'aller dormir maintenant, ouais. C'est génial d'avoir pu avoir cet échange d'idées avec toi, en live. La plupart des gens ne le peuvent pas, ils n'en savent rien. Et je t'ai posé des questions et donc j'ai vraiment apprécié. Oui, peut-être pourrons-nous avoir une conversation sur certains de nos désaccords une autre fois, ou peut-être même pas sur une émission publique. Oui, il faudrait définir le contexte pour cela, bien sûr. J'apporterai mes armes et tu pourras apporter les tiennes. Et nous verrons où cela aboutira. Et je pense que ce serait génial et intellectuellement respectueux. C'est pourquoi j'ai pensé que c'était la première étape la plus importante. Donc, et veux-tu dire aux gens où ils peuvent te trouver? Oui, la plupart de ma matière se trouve donc à robertsunjanis.org ou .net ou .com. Donc mon nom est là. Mettez simplement .org, .net ou .com. Nous avons un autre site web qui traite principalement de la science. Et ce serait journeytothecenteroftheuniverse.org. Et vous y trouverez également beaucoup de matière. Et vous trouverez même mon livre Flat Earth, Flat Wrong, Terre plane, Terre fausse. Oui, il faudra en parler un jour. Si tu souhaites préparer notre prochaine fois, tu peux l'acheter sur place. Mais oui, j'ai une dizaine de livres écrits sur le géocentrisme. J'en ai fait 4 films, donc ils sont tous là. Et faites votre choix. Oui, absolument, mec. Eh bien, je dirais de mon point de vue, continue à plancher, parce que je pense que c'est un plan topographique stationnaire. Mais le plus important, c'est que nous sommes au centre, et qu'elle a été placée là. Et les gens sont induits en erreur dans le nihilisme et l'athéisme, et nous vivons dans une belle création. Alors, je te tire mon chapeau pour avoir percé ce vide. Je sais que ce n'est pas facile. Et c'est chouette. Allez le voir sur ses sites internet. Il a tous les domaines pour lesquels il s'est préparé. Tous les différents domaines. Et c'est chouette. Nous resterons en contact, frère. Merci beaucoup d'être venu. Ok, merci. Et je te dis au revoir jusqu'à la prochaine. All right, family. Nice conversation. Yeah, that's good. You're a very good host. Thank you. Let me wrap this up and then I'll come right over here. Thank you guys for Merci à tous d'avoir été présents. J'espère que vous avez apprécié. C'était du lourd de la part de Robert. Nous aurions pu parler toute la nuit, pour être honnête. Je vais aller de l'avant et conclure ici. Merci les gars. Recherchez et dites la vérité sans équivoque. Comme je vous le dis toujours, les faibles trouvent leur contentement dans le consensus de l'ignorance. Alors peu importe ce que pensent les autres,
Le but de l'émission est de montrer que vous pouvez avoir une conversation intellectuelle, même lorsqu'on n'est pas totalement d'accord. Vous pouvez être respectueux, cela peut être productif, cela peut ressembler à une conversation de niveau supérieur. C'est tout le leitmotiv de cette émission. Je pense que nous y sommes parvenus ce soir, comme nous l'avons fait la semaine dernière. Alors merci encore les gars d'avoir été présents. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a les liens dans la description. Et je vous dis à plus tard. Bye.